Auditrices et auditeurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver ce matin dans le cadre de l'émission Rétro 7. L'invité du jour est Nimdewa Atakwama, le délégué national aux affaires intérieures du Parti des Togolais. Un parti qui considère les résultats des discussions à la CENAP comme un recul démocratique. Monsieur Atakwama nous en donnera dans un instant les explications. La visite au Togo du président turc, l'augmentation du prix du ciment, le décès en couche tout récemment d'une jeune dame, l'assurance maladie universelle, une rencontre dite citoyenne togolaise donc au centre DMK à Paris et quelques événements de l'actualité internationale dont la création par l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo d'un nouveau parti politique sont les autres sujets au menu de cette émission. Monsieur Atakwama, bonjour. Bonjour Monsieur Delagbo, bonjour éditrices et auditeurs de Victoire FM. Voilà, merci d'être avec nous pour cette émission. Vous êtes connu comme un politique, mais j'ai découvert quand je faisais quelques recherches sur vous, en préparant cette émission, que vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes un confrère, donc un journaliste ayant travaillé dans la presse panafricaine à Paris. Vous êtes aussi un écrivain, un conteur, un directeur de festival, peut-être que j'en oublie. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, voudriez-vous bien nous dire un mot de votre expérience de journaliste? Bon, en fait, j'ai toujours voulu être journaliste depuis que j'étais enfant. Et donc... Et pourquoi alors? Et pourquoi? Vous savez, je lisais beaucoup. Mon papa avait une bibliothèque. C'est rare à l'époque. C'était un autodidacte. Et lui-même aussi aimait beaucoup les livres et lui-même rêvait d'être écrivain. Et moi aussi, j'avais envie d'écrire. Et je me disais, quand je lisais, parce que je fréquentais beaucoup aussi d'autres bibliothèques à part la bibliothèque de mon père, je me disais toujours que je vais publier un livre avant mes 25 ans. Et puis, avec les études, j'ai commencé à me poser des questions quand j'étais adolescent en disant, est-ce que je peux forcément en vivre? Et du coup, dans l'orientation scolaire, je me suis dit qu'il fallait que je devienne journaliste, un métier qui n'est pas loin du métier d'écrivain. Comme ça, je peux joindre les deux. Mais au final, en fait, au niveau scolaire, je ne voulais pas faire une école de lettres, en fait, puisque c'était une passion et je pensais qu'il fallait faire autre chose et l'enrichir. Avec ces livres. Donc c'est pour ça moi j'ai fait une série scientifique au lycée, j'ai eu un bac D, après j'ai fait la géographie et c'est après ça que j'ai fait une école de journalisme. Vous savez, à l'époque ici il n'y avait pas d'école de journalisme sur la place. Oui. Et donc, en ce qui concerne la France, il fallait avoir au moins une licence dans n'importe quel domaine avant d'avoir le droit de participer au concours pour entrer dans les écoles de journalisme. Oui. Et donc, moi, j'ai commencé par le Bénin. J'ai fait des études de journalisme au Bénin. Il y avait déjà une école. Après, j'ai eu la chance d'aller en France pour continuer mes études à l'Institut européen de journalisme de Paris. Et puis, après, j'ai travaillé dans la presse là-bas avant de revenir. Et pourquoi est-ce que vous avez arrêté d'exercer le métier de journaliste? Est-ce que vous avez continué ou bien vous avez arrêté quand vous avez arrêté? En fait, on ne peut pas dire qu'un jour, j'ai décidé d'arrêter. Oui. Et c'est-à-dire que dans mon plan personnel, j'avais décidé de revenir définitivement au Togo. Je ne voulais pas rester définitivement à l'étranger. Et donc, je suis revenu avec ma famille, mes enfants. J'avais envie d'éduquer mes enfants ici, de leur montrer où je suis né, etc. Et donc, ça fait que il fallait quand même gagner un peu d'argent pour subvenir aux besoins de la famille. Et quand je suis arrivé, j'ai regardé, ça ne payait pas beaucoup. On ne pouvait pas en vivre. Et moi, en ce moment aussi, je n'avais pas assez d'argent pour créer un média moi-même parce que je n'avais pas envie de créer un média et que je sois obligé de faire la même chose que je reproche aux gens. C'est-à-dire que donner quelques miettes aux journalistes, au bouclage. Et puis, voilà. Donc, je ne voulais pas le faire. Et donc, j'ai enseigné, en fait. J'ai enseigné dans le programme français pendant un moment. J'ai enseigné l'histoire géo, j'ai enseigné l'histoire de l'art. Et puis, après, par concours de circonstances, j'ai eu à travailler pour un autre média culturel
Togo Couleur, pour ne pas le citer, qui n'existe plus, je crois plus. Et donc, j'ai été directeur de publication pour ce média-là pendant un moment aussi. Et puis, bon, après, la politique m'a happé. Oui. Voilà un peu. Alors vous êtes aussi, comme je le disais, un écrivain et vous avez à votre actif. Finalement, vous avez produit des ouvrages. J'ai tenu promesse. Oui, je vois, vous avez plusieurs ouvrages, notamment La Désillusion, qui est un recueil de contes. Est-ce bien cela? En fait, c'est ce qu'on appelle un album de contes. C'est-à-dire que ce n'est pas plusieurs contes, ce n'est pas un recueil, mais c'est un conte qui est adapté aux enfants. Oui. Et donc, il y a des dessins aussi, mais c'est écrit vraiment. En fait, moi, j'ai beaucoup publié j'ai essentiellement publié pour les enfants. Oui, parce que j'ai Tolo Tolo et puis Sauve-souris, qui sont aussi des livres pour enfants. Voilà, oui. Et surtout, n'entrez pas dans le sac. Oui. Voilà. Ça aussi, c'est pour les enfants. C'est pour les enfants. J'ai vraiment, en fait, parce que je m'étais rendu compte à un moment donné, quand j'écrivais, que le secteur là n'était pas développé. Et on a eu la chance à ce moment aussi de suivre une formation au Centre culturel français, Centre culturel français, oui. Qui est devenu IFT aujourd'hui. Et donc, il y a eu de grands écrivains qui écrivent pour les enfants qui sont venus ici. Marie Saint-Dizier, Mouankoumi, Olivier K. Bon, bref. Et on a échangé et ça m'a donné la passion parce que justement, on se plaint de ne pas que les grandes personnes ne lisent pas, mais on ne fait pas assez attention pour que les enfants lisent. Voilà. Moi, je me rappelle quand je discute de ce sujet avec les compatriotes, je leur dis, mais il existe des livres pour des enfants de 3 mois, des livres pour des enfants de 2 ans. Et les méchants me disent, mais comment ça, ils ne savent pas lire? Justement, ils ne savent pas lire, mais c'est aux parents de leur lire ces histoires-là. Oui. Et donc, c'est comme ça on peut développer la lecture. Il ne suffit pas de dire « Ah, les enfants ne lisent pas, les Togolais ne lisent pas ». Non, il faut faire une politique où il faut créer une culture de lecture. Quand un enfant joue avec un livre, un dictionnaire à la maison, ce n'est pas la peine de crier en disant qu'il va déchirer le livre. Non, c'est bien que le livre soit déchiré, mais le seul fait de jouer avec ce livre-là, de tourner les pages, ça lui donne une culture de lecture. Et ça va jouer plus tard parce que la lecture doit être un plaisir. Alors que de nos jours, dans nos écoles, c'est devenu une corvée, une coercition. Oui. Et donc, les enfants n'aiment pas. Personne n'aime une coercition. Tant que vous allez présenter les choses comme une obligation, les gens ne vont pas aimer. Mais essayez de présenter ça comme un jeu, vous allez voir la différence. C'est ça. Alors dites-moi, que pensez-vous de la littérature togolaise telle qu'elle se présente aujourd'hui et quels sont les écrivains, peut-être togolais et étrangers, peut-être que vous aimez, que vous admirez et qui peut-être vous ont un peu influencé? Si, il y a beaucoup d'écrivains togolais qui m'ont influencé et qui m'ont fait aimer la littérature. Il y a Kossi Efu, il y a Sami Tchak, il y a Kanya Alem Yoro qui signe maintenant Kanya Alem. Il y a même avant ça Monsieur Zinsou, Sénouveau Agbota. Donc c'est des personnes que j'ai lues, etc. que j'ai fréquenté certains quand j'étais aussi plus jeune. Mais prenons par exemple Kossi Efu. Qu'est-ce que vous aimez chez lui et qu'est-ce que vous aimez peut-être aussi chez Sami Tchak? En fait, Sami Tchak, il y a deux temps. Il y a à l'époque de Sadamba Tchakura, c'était son nom. Il a publié d'abord Femme infidèle. Et c'est un livre que moi, je n'ai pas du tout aimé. Je l'avoue. Et puis après, tout juste après ça, il a publié Place des Fêtes et puis d'autres livres où c'était différent. C'était d'autres univers. Oui. Voilà, il faut dire qu'avec les Kossi Efu, c'est des gens qui se sont permis de jouer avec l'histoire, de jouer avec la langue. C'est des gens qui n'étaient pas là juste... c'est-à-dire que leur engagement était différent de l'engagement qu'on a vu avec d'autres écrivains. Et c'était quelque chose d'intéressant pour le jeune garçon que j'étais. Oui. Et donc, j'aimais beaucoup cette histoire-là. Parce que quand vous lisez, par exemple, Kossi Efu,
vous allez dans tous les sens. Ouais. Mais c'est génial. C'est très Justement, c'est génial. Ouais. Donc, voilà un peu, globalement. Il y a, quand on prend Kanye Alem, il y a des livres que j'aime bien. Par exemple, il y a un livre, attends, pourquoi j'ai oublié le nom justement? Peut-être que parce que je ne suis pas beaucoup rentré dedans. Mais les autres, j'adore. Et puis, ce dernier livre aussi, je trouve qu'il a changé de style. Et il est entré dans ce qu'on peut appeler le documentaire de fiction, où il prend un fait divers et il travaille ça d'abord comme une enquête journalistique et puis après il écrit ça avec des codes de la fiction en inventant d'autres personnages, en l'enrichissant avec la fiction et donc notamment avec il y a son livre là qui parle de l'esclavage non, après l'esclavage, l'affaire K, Ayata Kofi, voilà, donc... Alors, est-ce que vous avez encore des projets d'écriture aujourd'hui ou bien vous êtes complètement happé, comme le dites, par la politique, vous n'avez plus le temps? Est-ce que vous avez encore des livres en chantier? On écrit tout le temps, mais on ne publie pas tout le temps. Écrire, c'est un plaisir et ça nous permet de rester être humain. Parce que quand vous voyez tout ce que nous vivons dans ce pays, si vous n'avez pas quelque chose qui vous rattache à l'être humain, qui vous fait croire à l'être humain, vous allez être dépressif, vous allez avoir des soucis. Mais se rattacher à quelque chose permet de demeurer homme, permet de demeurer humain, permet de croire à l'humanité et permet de croire à un monde meilleur. Bien, c'est pas une émission de littérature, donc on va aller... c'est une émission voilà, politique. Alors, le Parti des Togolais, votre parti s'est exprimé lors d'une conférence de presse animée en début de semaine sur le vote tout récemment par l'Assemblée nationale des projets de loi sur la révision du code électoral, la décentralisation et les libertés locales, ainsi que sur les manifestations publiques pacifiques. Et visiblement, les nouvelles lois ne vous ont pas donné satisfaction. Alors, que leur reprochez-vous? Que reprochez-vous à ces lois, M. Atakpama? En fait, il ne s'agit pas de nous. Il s'agit vraiment de l'ensemble du peuple togolais. Vous n'avez pas fait un sondage, hein? Oui, mais vous savez très bien, en tant que journaliste, vous n'avez pas peut-être le droit au niveau déontologique et éthique de parler de vos expériences personnelles, mais je suis persuadé que vous remarquez ça un peu partout, dans le quotidien, à la maison, dans la rue, et un peu partout. Les gens ne sont pas intéressés par cette histoire-là. Puisque, vous voyez, et puis de toute façon, quand je dis les gens, je pense que c'est vraiment tout le monde. Quand vous prenez même la chef du gouvernement, vous sentez qu'elle a compris que ce n'est pas une loi destinée à la population. Puisque dans l'exposé des motifs, elle-même a dit que ces lois-là répondent aux besoins, c'est-à-dire que concrets des acteurs politiques. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui... Les acteurs politiques représentent la population. Oui, mais le souci, justement, c'est que les préoccupations des acteurs politiques sont en décalage total avec les préoccupations de la population. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez les résultats de cette fameuse concertation, vous vous rendez compte que tout ce qui intéresse, tout ce qui préoccupe le gouvernement et c'est vis-à-vis les gens avec qui ils ont négocié, c'est les élections sénatoriales. Vous conviendrez avec moi que les élections étaient un enjeu de pouvoir. Participer à une élection, c'est être élu assis. On parle plutôt en ce moment d'élections régionales, pas encore sénatoriales, non? En tout cas, voilà, je suis allé un peu plus loin. Mais globalement, c'est pour dire que ce qui les intéresse, c'est les élections. Et vous savez très bien que, et quand vous regardez l'actualité, vous êtes toujours au front avec l'actualité, vous savez que ce qui intéresse les Togolais aujourd'hui, c'est le problème de la vie chère. C'est le problème de la rentrée scolaire. Les classes qui sont bondées, l'argent qu'on n'a pas pour acheter les fournitures scolaires, etc., etc. C'est les violations des droits de l'homme. C'est le problème de la santé. Nous devons choisir entre nous nourrir et nous soigner. Dans quel pays nous vivons? Si à chaque fois on fait un arbitrage entre se soigner et se nourrir, vous voyez bien que nos préoccupations, ce n'est pas les élections régionales. Pourquoi vous dites qu'il faut faire un choix entre se soigner et se nourrir? Pourquoi dites-vous ça? Quand dans la journée,
Et à la fin de la journée, après avoir bataillé, traîné partout, vous revenez seulement à 2000 francs CFA. Et que votre enfant est malade. Vous voyez, dans les 2000 francs, vous vous dites que vous allez donner peut-être de l'argent pour faire la sauce, faire la pâte et manger, mais en même temps, vous avez peur. Votre enfant, il a de la fièvre. Et vous avez peur d'aller à l'hôpital. Parce que déjà, pour aller à l'hôpital, vous devez déjà payer 300 à 600 pour la consultation. Et puis après, quand on va commencer à écrire l'ordonnance, vous allez vous retrouver à 3000 à 5000. Alors que vous avez seulement déjà 2000 francs pour le manger. Je ne parle pas de l'habillement. Je ne parle pas de l'école. Je ne parle pas des frais d'électricité. Je ne parle pas des frais d'eau. Je ne parle pas du loyer. Vous voyez dans quelles conditions nous vivons. Et donc, nous n'avons pas la tête pour les élections. Alors, pour vous, les luttes de pouvoir n'intéressent pas les Togolais, donc on ne devrait plus parler d'élections en ce moment. Alors, certes, la démocratie ne se résume pas aux élections, mais on ne peut pas arrêter la vie démocratique d'un pays parce qu'il y a la vie chère, il y a des problèmes de santé, du respect des droits humains, comme vous le dites, n'est-ce pas? Oui. Tout cela va ensemble. Tout cela va ensemble et donc nous demandons la cohérence. Nous disons que si réellement, s'ils devaient aller aussi loin dans leur logique pour préparer des élections avec ce raisonnement-là, ils auraient pu faire quelque chose de potable pour qu'on sache qu'ils pensent au moins à la population. C'est-à-dire, au lieu de dire, OK, on va inscrire les gens avec des actes de naissance, pourquoi ne pas faire quelque chose qui règle le problème des élections, mais en même temps règle les problèmes de la population. Par exemple, en faisant des audiences foraines pour délivrer gratuitement des actes de naissance, après délivrer gratuitement des certificats de nationalité et après délivrer gratuitement la carte nationale d'identité. Pour la carte nationale d'identité, dans beaucoup de pays, la première carte d'identité, elle est gratuite et elle dure au moins 10 ans. Dans des pays qui sont plus riches que nous, l'État le délivre même gratuitement aux citoyens. Maintenant, dans les pays où les citoyens sont plus pauvres, vous refusez et vous réduisez ça à 5 ans et à chaque fois, il faut payer. Et si vous prenez quelqu'un qui habite au fin fond de la campagne, à Pointe-Sangué, par exemple, dans les savanes, pour faire un acte de naissance, pour faire un certificat, c'est la croix et la bannière, sans parler des problèmes d'argent. Mais on pouvait, pour une fois, parce que 9 Togolais sur 10 ne disposent pas de carte d'identité nationale. Donc, ça devient un problème national. C'est vous qui affirmez le chiffre-là. Est-ce que c'est des chiffres officiels? Je vais vous expliquer sur quelle base nous sommes arrivés sur les 9 sur 10. D'abord, il y a l'OIF en 2015 qui avait fait des travaux ici pour consolider le fichier électoral, qui s'est rendu compte que 75% de ceux qui étaient inscrits sur le fichier électoral l'ont fait à base de témoignages. Oui. Or, comme on pouvait le faire avec un acte de naissance, c'est clair que si ces personnes-là avaient des actes de naissance, ils n'allaient pas aller chercher à le faire avec des témoignages. Et donc déjà, nous voyons que au moins 75% des Togolais n'ont pas d'acte de naissance. Ça, c'est clair. Maintenant, en plus, vous voyez, il y a l'ex-ministre et Premier ministre, M. Classou, qui avait affirmé au moment où ils ont conditionné le programme Novici à l'existence à la présentation des cartes d'électeurs, ce qui est un acte condamnable et politique. Il a justifié cela en disant qu'il y avait seulement 1 200 000 Togolais qui avaient des cartes nationales d'identité. Et quand nous prenons ces chiffres-là avec les mêmes chiffres que Mme Cyril Nosson a communiqué publiquement, nous voyons que les projections nous amènent à 85% des Togolais qui n'ont pas de carte nationale d'identité. Et c'est pour ça que je dis 9 Togolais sur 10. Je ne peux pas dire 8,5 Togolais. Donc c'est pour ça que je dis que 9 Togolais sur 10 n'ont pas de carte nationale d'identité. Et moi, je suis prêt à ce qu'on me contredise. Si aujourd'hui la chef du gouvernement sort des chiffres officiels pour me contredire, je serai le premier à faire mea culpa. Si aujourd'hui ils me disent qu'il y a un seul Togolais qui n'a pas de carte nationale d'identité, moi je vais applaudir, je serai content. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous le savons, eux-mêmes le savent, ils l'ont dit,
85% des Togolais n'ont pas de carte nationale d'identité. Ça veut dire que ça devient un problème national. Et à problème national, solution nationale. Ça veut dire que pour régler ce problème-là, on doit faire des foraines. Les juges doivent se déplacer partout, comme on le fait pour les cartes d'électeurs, mais on peut le faire une fois pour toutes parce qu'on a besoin de la carte nationale d'identité. On a beaucoup plus besoin de la carte nationale d'identité que de la carte d'électeur. Une carte d'électeur, on s'en sert peut-être tous les 5 ans. La carte d'identité nationale, c'est au quotidien. Et donc, il faut que les juges aillent partout. D'abord, délivrer des actes de naissance à tous les Togolais qui n'en ont pas gratuitement. Derrière, délivrer des certificats de naissance à tous les Togolais qui n'en ont pas gratuitement. Et au moins la première carte d'identité l'offrir gratuitement aux Togolais, ce sera une voie de raison. Oui, alors ça veut dire que tout cela, c'est pour que les Togolais puissent avoir les documents qu'il faut pour participer à des élections. Mais en même temps, vous refusez des élections. Vous dites qu'il ne faut pas faire des élections en ce moment. Non, nous ne refusons pas des élections. Nous disons que les élections dans les conditions actuelles ne sont pas démocratiques. Nous disons que les élections, c'est un instrument de démocratie. On ne peut pas utiliser un instrument de démocratie et le plaquer dans une dictature. Aujourd'hui... Non, mais il faut les éléments de démocratie progressivement. Si on est d'accord qu'on est dans une démocratie, dans un régime, dans une dictature, les éléments de démocratie peuvent progressivement transformer la dictature en démocratie, n'est-ce pas? Je l'espère bien. Oui, donc il faut accepter les éléments de démocratie qu'on amène petit à petit, n'est-ce pas? Quand vous prenez des élections qui sont frauduleuses, est-ce que c'est des éléments de démocratie? Dans ce pays, on utilise les élections, on utilise la Constitution, on utilise le Parlement, on utilise la justice comme un faire-valoir pour continuer à régner éternellement. Le but, c'est de garder le pouvoir quel que soit ce que la population veut. L'élection doit être la volonté du peuple. Dès l'instant où ce n'est pas la volonté du peuple, on n'est pas en démocratie. Vous-même imaginez comment un chef d'État qui se gagnait à plus de 75% des voix se met à organiser une concertation avec une opposition qui n'a pas participé, qui n'est pas avec lui au Parlement. Ça veut dire que c'est un aveu. Pour moi, c'est un aveu. Eux-mêmes, ils sont dans une situation inconfortable. Non, mais dans une situation peut-être exceptionnelle avec la crise sanitaire, on peut vouloir être ensemble au lieu de se disperser, de gaspiller les énergies. On peut vouloir tendre la main aux autres pour être ensemble. Vous avez vu comment la crise sanitaire a été gérée? Est-ce que vous avez vu que dans les autres pays, les gouvernements ont associé toute la classe politique et surtout l'opposition, toutes les voix vives de la population? Mais au Togo, vous avez vu que c'est le contraire. Il y a un petit groupe de personnes qui décident de tout. Aujourd'hui, le pays est dirigé comme si nous étions encore en 1967 par ordonnance. C'est-à-dire que c'est le chef de l'État qui décide de ce qu'on va faire. Et c'est au détriment des libertés publiques. On a des ministres qui vont sur les chaînes pour menacer la population au lieu de les convertir par la raison. On a une chef de gouvernement qui dit que leur politique, c'est de faire peur aux Togolais. Et vous pensez que nous sommes dans une démocratie? Oui, on va revenir aux lois qui ont été votées. D'accord. Alors, comment est-ce que vous trouvez que... Est-ce que voilà, les autres partis, en dehors du parti au pouvoir, qui ont participé à ces discussions. Alors, les dernières lois qui ont été votées, aucun de ces partis n'a critiqué ces lois. Oui, ils n'ont pas critiqué parce qu'ils ont dit qu'ils ont fait un consensus. Mais nous remarquons que de la même façon, en 2015, il y a eu dans ce pays un consensus. Oui, l'ANC mise à part qui a quitté la discussion là. Voilà. Exact. Mais les autres partis, aucun parti n'est monté au chrono pour dire que voilà, c'est pas ce que nous avons fait à la CENAP. Justement, ils disent que c'est ce qu'ils ont fait. Ils disent que c'est un consensus. Est-ce que ce n'est pas du pragmatisme plutôt que de se mettre en marge de tout ce qui se fait comme vous? Moi, je remarque qu'il y a eu un consensus autour d'un recul démocratique.
Et moi, je ne peux pas faire consensus sur ce qui est mauvais. C'est ce qui s'était passé en 2015. On a fait un consensus autour d'un fichier électoral non fiable. Tout le monde a reconnu que c'était non fiable, mais on dit on fait consensus. Comment je peux faire consensus sur l'injustice, sur un recul démocratique? Ça n'a pas de sens pour moi. Oui, pourquoi vous parlez de recul démocratique, justement? Pourquoi parlez-vous de recul démocratique par rapport aux lois qui ont été votées, aux discussions de la Sénat? Nous prenons quelques exemples. On ne peut pas aller en détail. On prend quelques exemples. Nous prenons les lois, la loi sur les manifestations. Nous sommes passés d'un régime d'information à un régime d'autorisation. Est-ce que c'est un recul ou bien ce n'est pas un recul? Pourquoi vous dites que c'est un régime d'autorisation maintenant? Les mots sont importants. Les mots ne sont pas neutres. Dans la nouvelle loi, on dit que le ministre fait connaître ses instructions. Quand on dit instructions, fait connaître. Oui, ses instructions. Oui, on n'a pas dit ses remarques, ses observations. Instructions. Oui. On donne des instructions à ses subordonnés. Il fait connaître ses instructions. Et plus loin, on dit quoi? Que les organisateurs sont tenus de respecter les observations formulées par l'autorisation administrative compétente. Et ça veut dire qu'on est réellement dans un régime d'autorisation, puisque le ministre donne ses instructions et les organisateurs obéissent. On n'est plus dans un régime d'information. Parce qu'avant, on informait et puis juste pour que l'autorité soit au courant et puis on organise. Donc, c'est un recul. Personne ne peut venir me dire que ce n'est pas un recul et ça nous ramène en dictature. Un autre exemple. Le Sénat. On nous dit 2/3 des sénateurs seront élus. Et le tiers restant, ils seront nommés par le président de la République. Bon, entre les 2/3 et le 1/3, quelle est la légitimité des uns et la légitimité des autres? Oui, Dans la même assemblée, il y a des gens qui ont fait campagne, qui vont être élus, qui se disent une légitimité populaire, et d'autres, hop, on les a nommés. Bon, soit on nomme tout le monde, soit on fait élire tout le monde. Le Togo marche sur la tête. Nous sommes dans une dictature. On ne peut... C'est un recul sans précédent. Oui, ce test-là, justement, cette partie-là, oui, concernant les sénateurs. Oui. Alors, pourquoi vous parlez de recul? Est-ce qu'il y avait un existant? Que disaient les existants et par rapport à ce que vous appelez aujourd'hui recul? Non, nous parlons de recul démocratique. Oui, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas avant de sénateurs, qu'il n'y ait pas de loi sur ça, mais sur la... En même temps, ce que vous dites là, ce que vous reprochez là, oui, aux lois qui ont été votées la dernière fois, c'est pas seulement au Togo qu'on trouve ça. On trouve que ça existe dans plusieurs pays. Donc vous pensez que s'il y a du grand banditisme dans un autre pays, c'est une bonne chose de copier? Pourquoi le Togo ne copie pas les bonnes choses d'ailleurs et c'est seulement les mauvaises choses d'ailleurs que nous copions pour dire que ça se passe ailleurs? Pour moi, ce n'est pas un argument qui tient. Ce n'est pas du tout un argument qui tient. Parce que quand on dirige un pays, quand on est dépositaire de l'autorité publique, on ne peut pas aller dans la légèreté. Quand vous prenez aussi les inscriptions sur les listes électorales, on dit on va le faire avec un acte de naissance. Mais c'est un recul sans précédent. Aller dans les autres pays, les gens vont nous rigoler au nez. Nous sommes là risés des autres dans les autres pays. Ce n'est pas normal. Quel fichier peut être fiable avec des actes de naissance? Non. Et de toute façon, on sait très bien que 75% des Togolais n'ont pas d'acte de naissance. Et il n'y a pas d'action en ce moment-là pour leur donner ces actes de naissance-là. Donc, franchement, moi, j'attends qu'avec des faits, les gens me prouvent que nous avons tort de dire que c'est un recul. Mais nous ne pouvons pas... sous prétexte de pragmatisme, faire consensus sur un recul démocratique, ça, il ne faut pas compter sur nous. Alors, comme je le disais, les partis de l'opposition qui ont participé aux discussions à la CNEP n'ont pas dit que voilà, ce n'est pas ce que nous avons dit, ce n'est pas les conclusions que nous avons obtenues, auxquelles nous avons abouti. Alors, est-ce à dire que ces partis-là ont trahi la cause que vous défendez? Non, ne parlons pas dans ces termes-là. Moi, je refuse catégoriquement que dans notre discussion politique,
dans les débats que nous pouvons avoir, dans les incompréhensions que nous pouvons avoir les uns envers les autres, qu'on parle de trahison. Vous savez, par exemple, moi, je me suis engagé en politique, je prends des risques, mais personne ne m'a demandé de le faire. J'ai choisi de le faire par conviction. C'est la même chose pour tous les Togolais. Je pense que la majorité des Togolais veut le changement. Maintenant, dans l'idéologie et souvent aussi dans la stratégie, on peut être en désaccord. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent grignoter par des petites négociations avec le pouvoir, de petits espaces de liberté, alors que nous... Mais quand on est plus fort que vous, qu'est-ce qu'on fait? Il faut peut-être, pas de petites touches, essayer d'avancer son pion. Justement, parce que regardez par exemple la loi sur les manifestations. Oui. On avait avancé, on avait une loi, mais du jour au lendemain, ils ont décidé que ce ne sera plus cette loi-là, on a reculé. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va vouloir prendre petit à petit, ils vont toujours ramener ça plus loin pour qu'on se fatigue pour rien. Donc, tant qu'on va dire que... en fait, pour nous, au niveau du Parti des Togolais, ce n'est pas une bonne méthode de penser qu'on peut prendre par petits bouts. Parce que du jour au lendemain aussi, quand tu avances trop, la personne qui se dit qu'il a tout le pouvoir va dire, bon, ok, maintenant là, il faut encore le repousser loin, lui reprendre tout. Et puis, vous voyez comment la lutte recommence tout le temps. Et donc, ce n'est pas une bonne stratégie. Mais je pense que la lutte démocratique va gagner si nous laissons de côté ces histoires d'accusations de trahison, etc., etc. Voilà. Bien, alors visiblement, rien de ce que fait le gouvernement ne vous agrée, M. Atak Baban. Alors, que proposez-vous pour améliorer les choses, la gouvernance du pays? Vous savez, quand voilà. En fait, ici, je vais aller plus loin que des propositions. Parce qu'on ne peut pas passer son temps à faire des propositions à un gouvernement qui n'en a pas besoin ou bien qui ne veut même pas en entendre parler. Ici, je pense que ce qui est juste et ce qui est important à faire, c'est ce que nous, Togolais, nous devons faire. On a dépassé l'étape des propositions. Vous regardez le passé et ce passé-là vous permet de prévoir l'avenir. Et ce n'est pas les actions concrètes au présent que vous pouvez influer sur cet avenir-là. Et donc, quand on regarde le passé, quand on regarde les pays de la sous-région, nous savons qu'il y a quelque chose d'inéluctable qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines années au Togo. C'est inéluctable. Oui, il y a deux voies possibles. Il y a la première voie, c'est ce qui se passe un peu ailleurs, c'est-à-dire que nous pouvions être amenés à une situation brutale, à une situation extrême. Dans les autres pays, vous voyez bien qu'il y a des coups d'État. C'est des solutions brutales. Il y a des révolutions populaires imprévisibles. C'est des solutions brutales. D'accord? Le Togo n'est pas sur la planète Mars. Ce qui se passe dans la sous-région peut se passer au Togo. Maintenant, c'est à nous d'être raisonnables et de faire des actions aujourd'hui dans le présent pour éviter cette solution brutale, pour éviter cette solution extrême. Et qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui? Il y a une voie de raison. La voie de raison, c'est un sursaut au niveau du régime. Le régime doit comprendre que la meilleure chance pour tous les Togolais, c'est d'aboutir à une transition politique. Cette transition politique doit nous permettre d'aplanir les divergences, de préparer la démocratie et de préparer le développement de ce pays. C'est important. Maintenant, s'il n'y a pas ce sursaut et que ce régime, il faut que les Togolais eux-mêmes se donnent des conditions pour provoquer une transition politique, une transition apaisée, une transition inclusive. Je pense que c'est ce qui va se passer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Je ne sais pas quand ça va se passer, mais ça va se passer inéluctablement. Il n'y a aucun régime éternel sur Terre. Tout Napoléon a son Waterloo. Et donc, c'est à chacun de réfléchir pour savoir ce que nous voulons du Togo. Quel Togo nous voulons laisser à la génération future et surtout, avant de partir, même dans quel Togo voulons-nous vivre.
Oui, est-ce que vous n'êtes pas trop pessimiste par rapport à la situation togolaise? Non, au contraire, je suis optimiste. Si je n'étais pas optimiste, je ne serais pas engagé dans l'action politique. Justement, un optimiste, il se met en marche, il travaille pour que la situation change. Mais concrètement aux autres, l'optimiste, lui, il s'attaque aux racines du problème. Il ne prend pas son temps à régler les conséquences du problème, mais il traite le problème à la racine. Et aujourd'hui, le problème du Togo, la racine du Togo, du problème du Togo, c'est au niveau politique. C'est au niveau de ce régime-là. Il y a une minorité dans ce régime-là qui est fermée à toute évolution démocratique. Vous voyez, tout à l'heure, quand on a commencé à discuter, vous avez donné l'exemple de ma vie privée, ce que j'ai fait, etc. Je peux vous dire qu'à un moment donné de ma vie personnelle, c'est-à-dire qu'au moment où je m'étais déjà épanoui personnellement et que je m'étais dit qu'il fallait faire quelque chose pour mes compatriotes, j'ai pensé qu'une action individuelle ou une action au niveau des organisations du quartier pouvait changer progressivement les choses. Et donc, j'ai travaillé, j'ai créé une association et même le festival de contes dont vous avez parlé, c'était un prétexte pour travailler pour le développement. Et j'ai invité beaucoup d'amis ici, d'autres conteurs. On a fait des actions concrètes de développement sur toute l'étendue du territoire. Mais après 15 ans de travail, finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas possible. Par exemple, pourquoi c'est pas possible? Je vous donne un exemple. Quand vous négociez avec des partenaires, des amis, des associations dans d'autres pays et qui disent, voilà, on va financer une école dans votre village perdu dans la préfecture de la Kosa, et que le préfet ou le maire de Kara vous disent que de dégager là-bas, que toutes les écoles que EADEMA a conçues dans ce pays, est-ce qu'on a fini de fréquenter là-bas? Vous vous posez beaucoup de questions. Quand vous négociez personnellement des bibliothèques et qu'on vous empêche de le faire, quand moi, je fais des interventions dans les écoles internationales et dans les écoles françaises sur le compte, sur les mathématiques, comment enseigner les mathématiques avec le compte, comment enseigner les langues avec le compte, comment enseigner la biologie avec le compte, l'astronomie avec le compte. Et je suis payé. J'ai fait ça au Togo, j'ai fait ça au Ghana, on m'invite partout et je décide de le faire gratuitement pour mes petits frères dans les écoles. Vous allez voir un prof pour intervenir dans la classe, il dit « Ah, c'est intéressant, mais est-ce que vous avez vu avec le directeur ?» Vous allez voir le directeur d'école, il dit « Ah, c'est très intéressant, mais allez voir avec l'inspecteur. » Est-ce que c'est pas normal? Ah non, c'est pas normal comme ça. Et la suite, c'est ça en fait. Ce qui est intéressant encore, la suite, c'est que l'inspecteur va vous dire que « Ah, est-ce que vous avez vu avec le ministre ?» Et vous allez au ministère, on vous tourne pendant des mois dans les couloirs du ministère. À la fin, si vous arrivez à rencontrer le ministre, il va vous dire que ça, c'est un problème du Premier ministre. Hein. C'est-à-dire que dans ce pays, le pays est géré comme un village ou bien un quartier où absolument tout doit remonter au chef de l'État. Ce n'est pas possible, ce n'est pas un pays. Nous marchons sur la tête. Et donc, Est-ce que ce n'est pas la faute de ceux qui sont chargés de régler les choses à un niveau plus bas que le chef de l'État, qui ne font pas peut-être leur travail? Quand la chef du gouvernement dit que le but, c'est de faire peur aux gens, ça veut dire que dans les faits, c'est ça. Quand le chef de l'État fait peur au premier ministre, donc qui dit aux gens de se soumettre, et quand la chef du gouvernement fait peur aux ministres, quand les ministres font peur aux directeurs et secrétaires généraux dans l'administration, les secrétaires généraux vont faire peur aux fonctionnaires, les fonctionnaires vont faire peur aux gens. Vous savez que ça ne fonctionne pas comme ça. Si, ça fonctionne comme ça, parce que sinon, si l'enseignant n'avait pas peur du directeur d'école, il ne va pas me dire que c'est un bon projet, mais il faut d'abord voir... Est-ce que c'est possible que l'enseignant prenne un compteur et lui seul et décide de le faire venir de travailler? Je vais vous dire comment ça se fait dans un pays normal. Oui. L'enseignant, c'est lui d'abord qui connaît le programme dans sa classe, comment il va le faire, et c'est d'abord lui qui décide de faire intervenir un conteur ou quelqu'un d'autre, un intervenant. Ça peut être un sportif, ça peut être un sculpteur, ça peut être un artiste peintre, d'accord? Et là, il inscrit ça dans son projet de classe.
Et dans son projet de classe, il défend ça dans le projet d'établissement. Oui. Et maintenant, c'est le chef d'établissement qui défend ça plus haut, etc. Et donc, chacun, ça dit que, voilà. Et donc, ça devient un projet collectif. Mais du moment où ces instruments ne sont pas mis en place, où c'est l'anarchie totale, et c'est aux inspecteurs de dire aux gens, c'est comme ça vous devez faire, c'est comme ça vous devez faire, c'est ce qui se passe. Personne n'a la responsabilité de rien. On ne peut pas développer un pays où personne n'est responsable de rien. Quand on est dépositaire de l'autorité publique, on est responsable et on assume ses responsabilités. Yeah. Nous allons changer de sujet, mais nous sommes toujours en politique. Une rencontre dite citoyenne et patriotique, comme je le disais, au centre de la DMK, avec la présence de Monseigneur Kpodjoro, s'est déroulée dimanche dernier à Paris. Une réaction à cette manifestation? Non, ce que nous pouvons dire, c'est que la lutte pour l'avènement de la démocratie au Togo mérite le concours de tous les Togolais. Et ce qu'aujourd'hui Monseigneur Kpodjoro fait, son engagement est exemplaire et il donne l'exemple. C'est un exemple qu'il donne. Et donc partout où nous sommes, que ce soit au Togo ou à l'international, tous les Togolais doivent se mobiliser parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça sans savoir, sans décider de quel Togo nous voulons. Dans quel Togo nous voulons vivre, quel Togo nous voulons laisser à nos enfants. C'est important que nous répondions à cette question. Le projet de développement d'un pays ne peut pas se résumer à la conservation du fauteuil présidentiel. Ce n'est pas possible. Et donc, nous, au niveau du Parti des Togolais, nous encourageons vivement les Togolais à rentrer dans l'action politique, à s'engager, que ce soit dans la société civile ou dans les partis politiques, en toute honnêteté, pour que le Togo passe ce cap-là. C'est-à-dire que les autres pays sont en train de réfléchir sur l'avenir du monde. Ils se demandent si, avec le réchauffement climatique, est-ce que dans 30 ans, dans 50 ans, l'espèce humaine va être détruite ou toujours en vie. Et nous sommes en train de nous quereller sur un fauteuil présidentiel. C'est le monde à l'envers. Yeah. Alors, la DMK affirme toujours avoir gagné la présidentielle, la dernière présidentielle, et continue de réclamer sa victoire. Alors, vous qui prétendez que le problème des Togolais, ce n'est pas les élections, qu'avez-vous à dire à la DMK par rapport à cette réclamation de toujours jusqu'à présent? Non, nous l'avons toujours dit, nous l'avons répété. Et en fait, ce qui s'est passé la dernière fois au présidentiel en 2020, c'est justement ça nous donne raison sur ce que nous avons toujours dit, que nous ne sommes pas en dictature. Si nous étions en démocratie, aujourd'hui, ce n'est pas Faure Gnassingbé qui serait président. Parce que nous avons vu, et tous les Togolais, en tout cas la majorité des Togolais disent que ce n'est pas pour Faure Gnassingbé qu'ils ont voté et que c'est pour Vincent Gabriel Agbéomé qu'ils ont voté. Et ce pouvoir-là n'a pas donné des preuves concrètes que réellement c'est eux qui ont gagné. Et ceux qui prétendent avoir gagné aussi n'ont pas encore apporté la preuve concrète qu'ils ont gagné. Ça montre que nous ne sommes pas en démocratie, parce que si on était en démocratie, les institutions qui sont chargées de donner les résultats, c'est à eux que ça incombait de donner des preuves pour ramener la confiance dans le pays. Du moment où vous avez un président de la Cour constitutionnelle qui vient chanter les louanges d'un candidat et dire que c'est lui qui a gagné sans indépendance, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Donc, c'est la preuve qu'on n'a pas besoin de venir aujourd'hui demander aux candidats de donner la preuve de leur élection. C'est aux institutions. Pourquoi ils n'ont pas fait et proclamé les résultats bureau de vote par bureau de vote? Pourquoi tout ce que nous demandons depuis, est-ce que la loi exigeait qu'on fasse ce que vous dites là, qu'on proclame le résultat bureau de vote par bureau de vote? On ne va pas aller dans ce genre de détails parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on veut une légitimité populaire au-delà de la légalité. Moi, ce que je dis aux Togolais, c'est qu'on ne peut pas rester toujours sur une question de la loi, de la légalité, parce que si une loi est illégitime, nous n'avons pas obligation de respecter cette loi-là. La loi doit se baser sur la légitimité populaire. Mais on dit la loi, même si la loi est mauvaise, c'est quand même la loi. Certaines personnes le disent, mais des gens comme moi qui aiment le progrès de l'humanité, qui croient à l'homme,
pense qu'on doit toujours mettre la loi au service de l'humain. On ne peut pas devenir esclave de la loi. On fait les lois pour humaniser le monde, pour développer un pays. On ne fait pas la loi juste parce qu'on a envie de garder le pouvoir éternellement et puis on va faire des lois illégitimes, des lois contre nature, des lois qui font peur aux Togolais, comme eux-mêmes, ils l'assument. Au cours de votre conférence de presse, vous avez aussi abordé ce que j'appellerais l'affaire Mèche Amina. Vous n'avez pas du tout aimé au Parti des Togolais l'humiliation infligée aux travailleurs grévistes de cette société par leur employeur. C'est bien cela? Ce qui se passe à Mèche Amina, c'est un peu ce qui se passe dans les entreprises de la zone franche. Et c'est avec la bénédiction des autorités publiques de ce pays. Et c'est ça qui est grave. Parce que ici, mon objectif... Oui, je vais vous expliquer. Ouais. Mon objectif n'est pas de parler aujourd'hui des entrepreneurs, des chefs d'entreprise qui sont là et qui font ce qu'ils veulent. S'ils font ce qu'ils veulent, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui le leur permet. On ne peut pas diriger un pays et puis laisser des gens faire ce qu'ils veulent aux travailleurs. Pour le cas même de Mèche Amina, vous le savez peut-être, mais je vais faire une confidence aux éditrices et aux éditeurs. Quand on a mis en place la zone franche, et qu'avec la zone franche-là, beaucoup d'entreprises étrangères viennent faire des bénéfices tout en échappant au fixe, sans payer d'impôts. La dame qui vend à Imolu au bord de la route, elle paie beaucoup plus d'impôts que les entreprises de la zone franche. Je vous le garantis. Et donc, quand ça se passe comme ça, et que les gens viennent, ils proposent des salaires, et ça, ce que je vous dis, c'est de la vérité. Si un responsable politique du gouvernement veut me démentir, on peut se rencontrer ou bien faire un débat public et chacun va défendre les preuves qu'il a, chacun va montrer ça. Parce que c'est dans ce pays que, justement, à Mèche Amina, les chefs d'entreprise ont proposé un salaire et les autorités politiques publiques du Togo ont dit que ce salaire-là était trop élevé et qu'il fallait baisser le salaire parce que ça va faire fuir les gens dans la fonction publique, que les fonctionnaires n'étaient pas payés autant. Vous comprenez? C'est-à-dire que les chefs d'entreprise viennent d'ailleurs, eux-mêmes, ils proposent un salaire qui peut être décent, mais le gouvernement même dit que non, c'est trop, il faut diminuer. J'ai un exemple même concret. Vous assumez ce que vous dites et parce que moi J'assume ce que je dis. Oui. J'assume ce que je dis et je vais vous donner un exemple concret sans citer de nom. Mais je peux aller plus loin partout, mais ce que je vais donner, c'est un exemple concret. Je discutais avec un Indien installé dans la zone franche ici. Et il me dit, monsieur Atakpama, business au Togo, c'est bon, hein, c'est bon. Je dis, mais pourquoi vous dites ça? Parce que je me suis dit, il y a peut-être un secret que les étrangers maîtrisent pour faire du business au Togo et que nous, les nationaux, nous ne maîtrisons pas. Et je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, qu'au début, ils ne voulaient pas s'installer au Togo, que c'est au Bénin, ils ont essayé de s'installer. Mais arrivé au Bénin, le salaire qu'ils ont proposé, le gouvernement a dit non, que c'était un salaire de misère. Il fallait augmenter. Et eux, ils sont venus ici au Togo. Ils ont proposé le même salaire. Le gouvernement a dit qu'il fallait diminuer et que c'était trop élevé. Je l'assume. Et je connais, j'ai dit que je ne veux pas donner le nom ici, mais si même le ministre de la fonction publique veut qu'on parle de ça dans un débat public, on va parler de ça et je peux donner des noms. Avant de poursuivre notre entretien, nous allons suivre le rappel de certains autres faits marquants de la semaine au Togo. C'est avec Hervé Essay. Le président turc Recep Tayyip Erdogan en tournée africaine était à Lomé ce mardi. Il s'est entretenu avec son homologue togolais Faure Issozina Gnassingbé sur plusieurs sujets, notamment la coopération économique entre la Turquie et le Togo, puis les questions sécuritaires en vue de faciliter les flux d'investissement. Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Cette visite première du genre d'un président turc en République togolaise marque
une étape décisive dans le processus de rapprochement politico-diplomatique et économique amorcé ces dernières années par les deux pays. Au cours de cette visite, qui illustre l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre le Togo et la Turquie, les deux dirigeants ont convenu de la nécessité de renforcer et diversifier davantage leurs échanges commerciaux et de faciliter les flux d'investissement entre Ankara et Lomé. Les deux chefs d'État ont ainsi décidé de renforcer davantage leur coopération en matière de santé et la fourniture de moyens techniques et logistiques adéquats. Sur les questions de défense et de sécurité, au regard des menaces sécuritaires, de renforcer leur coopération en matière militaire. Les chefs d'État burkinabé Roch Marc Christian Kaboré et libérien Georges Weah se sont joints à leurs homologues turcs et togolais pour un mini-sommet à 4 sur des questions sécuritaires dans la sous-région. Le Togo a accueilli ce jeudi le sommet mondial des filles. Cette rencontre se veut un effort collectif visant à créer un mouvement mondial en faveur des droits des filles. Environ 200 personnes en présentiel, dont des jeunes filles, ont pris part à ce sommet de haut niveau. Yawa Djibori Tchegan, présidente de l'Assemblée nationale. Chères jeunes filles, vous pouvez changer le monde aujourd'hui. Je vous encourage vivement à vous battre pour vos ambitions et pour vos rêves et à les faire aboutir. Je vous engage à montrer que vous avez la capacité, la force pour occuper les espaces qui se libèrent progressivement pour vous. Certes, il est important de prendre en compte les valeurs de nos sociétés pour ne pas faire de cette lutte une défiance ou une réclamation frontale avec pour objectif de créer des antagonismes dans nos sociétés, mais plutôt de soutenir les efforts collectifs dans le respect de nos différences. Je vous fais confiance car vous êtes la génération égalité. Assemblée nationale, les députés ont planché lundi au cours de la 8e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année sur le budget de l'institution pour le compte de l'exercice 2022. Le montant voté par les députés pour le fonctionnement de leur institution s'élève à 5,8 milliards de francs CFA. Le budget sera intégré au budget général de l'État exercice 2022. Le Togo était en juin dernier devant le comité des droits de l'homme des Nations Unies où des recommandations ont été formulées à son endroit. Les préoccupations de ces recommandations étaient ce mercredi au cœur d'une rencontre d'échange entre les parlementaires, acteurs étatiques et non étatiques. Au cours des discussions, le centre avec la coalition togolaise des droits humains et le centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme ont entretenu les parlementaires ainsi que toutes les parties prenantes sur le rôle à jouer dans la mise en œuvre de ces recommandations. André Kanyafanu, coordonnateur du bureau Afrique du Centre pour les droits civils et politiques. Ces recommandations, lorsqu'elles sont formulées, elles proposent un certain nombre de traités internationaux ou de conventions auxquels notre État peut adhérer. Et forcément, c'est les députés qui votent l'adhésion de l'État à ces traités, la ratification notamment. La deuxième chose, c'est que généralement, les Nations Unies examinent le cadre législatif. Ils suggèrent l'adoption de nouvelles lois ou ils suggèrent la modification d'autres lois. Enfin, lorsque les Nations Unies proposent par exemple que la CNDH soit renforcée, cela suppose que des moyens sont mis à la disposition de la CNDH. L'histoire de la subite mort de Dame Ornella Lène au CHU Sylvanus Olympio la semaine dernière continue d'indigner la toile. Pour mieux comprendre ce qui était réellement passé au CMS Ritrivikondi où la victime a été transférée au moment de son accouchement vers le CHU Sylvanus Olympio, le directeur de la santé du Golfe, Dr Agbetia Fakofi, revient sur les réelles causes de la mort de Ornella Lène. Il lance en conséquence un appel aux bonnes volontés pour sauver le système sanitaire du Togo. Dr Agbetia Fakofi. Toutes mes condoléances à la famille éplorée. Ce qui s'est passé, à un moment donné, l'accouchement devenait compliqué. Normalement, dans ce cas de figure, rapidement, il faut poser le diagnostic et amener la personne au bloc opératoire. S'il y avait un bloc opératoire ici, il y a de fortes chances que nous n'allons pas perdre Ornella. C'était une situation d'accouchement compliquée qui nécessitait urgemment qu'on rentrait au bloc. Il y a des sanctions qui sont tombées et il y a 2 personnes exclues. L'autorité a conduit un audit. En dehors de l'audit, on a aussi fait sur les directives de l'autorité une investigation qui n'ont pas vraiment les mêmes objectifs et les mêmes méthodologies de travail. L'État ne peut pas tout faire. Il faut que des bonnes volontés, des citoyens fassent preuve d'une bonne citoyenneté et aident l'État. Alors, le chef de l'État a accueilli mardi le président turc Recep Tayyip Erdogan qui effectuait une tournée africaine. Le président
Kaboré du Burkina Faso et Ouéa du Libéria se sont donc joints à leur homologue togolais pour rencontrer l'hôte turc. Alors Togo, petit pays mais grande diplomatie, n'est-ce pas? Un confrère a parlé de paroxysme de la diplomatie. Qu'en dites-vous, monsieur Atakpama? En fait, avant d'arriver là, je veux juste conclure sur le cas de Meshamina. Oui. Je voulais juste dire que ce qui est préoccupant et ce qui est énervant, ce qui est vraiment grave, c'est le silence coupable du gouvernement face à ces situations-là. Et donc, c'est ça vraiment qui est le plus grave, ce silence-là, et qui montre bien qu'ils sont contents de cette situation et qu'ils assument de faire souffrir les Togolais. Maintenant, revenons à cette histoire, à ce sommet, on va dire à cette débauche de diplomatie, si j'ose dire, parce que vous, avec tout ce qui se passe, vous comprenez bien que ce régime, ce qui est important pour ce régime, ce n'est pas ce que les Togolais pensent de lui, mais ce que l'extérieur peut penser de lui. Et en 16 ans de règne, Faure Gnassingbé n'a jamais rencontré la presse togolaise. Vous le savez bien, c'est vraiment un mépris, déjà même pour ses propres concitoyens, pour les journalistes de son pays. Mais partout, vous voyez comment il peut être loquace en Allemagne, il peut être loquace dans les autres pays. Et voilà. Il ne parle pas toujours, même dans les autres pays, hein, c'est rare. Mais on a vu accorder des entretiens à la presse étrangère. Oui, alors revenons maintenant à la visite du président turc. Oui, c'est la même chose. Ce n'est pas, je ne fais pas de discrétion. Je montre bien qu'ils sont logiques dans leur façon de faire et que c'est à nous de bien lire ce qui intéresse le régime togolais, c'est de paraître dans le Conseil des Nations comme un pays fréquentable, alors qu'en réalité, les Togolais savent qu'ils ne sont pas fréquentables. Donc, ils font tout ce qu'ils veulent. Ça n'impressionne pas beaucoup les Togolais. Vous avez vu, tout le monde est venu, mais vous avez vu les Togolais impressionnés. Non, les Togolais sont toujours préoccupés par leurs problèmes. Une rencontre au cours de laquelle on a parlé d'échanges commerciaux, de sécurité, etc. Vous trouvez que ce n'est pas important? Mais nous voulons voir ça dans nos réalités. Quand déjà les Indiens, les Coréens nous demandent de nous agenouiller avant d'avoir droit à un emploi, on ne sait pas ce que les Turcs vont venir nous dire. Donc c'est ça aussi qu'il faut clarifier déjà. Donc nous ne pouvons pas commencer à applaudir. Vous voyez, nous ne pouvons pas commencer à applaudir. Quand on nous parle des problèmes sécuritaires, et dans les problèmes sécuritaires, on voit que le chef de l'État utilise des milliards de ce pays juste pour espionner les opposants. Vous voyez bien qu'on ne peut pas seulement se réjouir parce qu'il a rencontré M. Erdogan pour parler de problèmes de sécurité. Donc, je pense qu'il est temps qu'on ouvre les yeux sur ce pays-là. Donc, c'est beaucoup de folklore et on ne voit pas de résultats dans la vie pratique. Alors, la visite au Togo de Recep Tayyip Erdogan est l'un des sujets les plus traités par les confrères cette semaine. Voici un aperçu de ce que les journaux proposaient à leurs lecteurs. La Turquie à la conquête de l'Afrique crie le Magnan libéré. Pour l'alternative, Recep Tayyip Erdogan, le dernier conquérant, est déjà en territoire conquis au Togo. Erdogan choisit Luanda, Lomé et Lagos, lit-on à la une de Togo Réveil. Erdogan reçu par Faure, Dixit le messager, quand la dépêche pour sa part souhaite la bienvenue à Erdogan, le président turc. Allant de son commentaire sur la visite du président turc, le dialogue affirme que la coopération entre Lomé et Ankara se renforce davantage. Ce sont presque les mêmes mots que nous lisons dans les pages de chronique de la semaine qui soutient que la coopération entre le Togo et la Turquie se renforce sur plusieurs plans. De son côté, Temps Nouveau voit une convergence de vues entre Lomé et Ankara. Pour Écho du pays, l'axe Lomé-Ankara est plus que dynamique. Une assertion qui agréera certainement l'éveil de la nation qui s'enthousiasme sur ce qu'il appelle, je cite, le paroxysme de l'offensive diplomatique. Sans doute également séduit par la diplomatie togolaise. Le confrère Symphonie, parlant du chef de l'État togolais, évoque un leadership qui, selon lui, attire l'amitié des grands. Abordant la retombée de la visite d'Erdogan au Togo, Ouattara, les vainqueurs, déclarent que Erdogan et Faure s'engagent à avancer vite sur les sujets d'intérêt commun, tandis que le libéral informe ses lecteurs que la rencontre entre les présidents turcs et togolais a permis des échanges effectueux et a abouti à 2 accords signés.
Toujours à ce propos des suites de cette visite, Togo Matin affirme que Faure Gnassingbé et Recep Tayyip Erdogan s'engagent pour faciliter les flux d'investissement. Abondant dans le même sens, l'Union voit dans les relations Turquie-Togo des indices économiques encourageants. Et visiblement peu enthousiaste, Vision d'Afrique pose la question suivante. Quelle place le Togo occupe dans la politique étrangère de la Turquie? Une autre question, celle-ci est signée du confrère Le Républicain Info, qui s'interroge en ces termes. Que vient chercher le président Recep Tayyip Erdogan au Togo? Ne voyant pour sa part que du spectacle à propos du voyage du dirigeant turc au Togo, la manchette demande que l'on se réveille. Réveillez-vous. Après le spectacle, écrit le confrère. Enfin, Liberté a choisi de s'arrêter sur ce qu'il appelle, je cite, l'étonnante mutation de Recep Tayyip Erdogan de démocrate en dictateur. Oui, et dernier journal que j'ai reçu, après tout ça, c'est le Perroquet qui dit entre effet de propagande et diplomatie de feu de paille. Alors, comment Alors, un commentaire, M. Atakwama. Non, j'ai tout est dit parce qu'on présente Erdogan, M. Erdogan, comme un concurrent, donc qui est le conquis. Suivez mon regard. Donc, on ne peut pas résumer la diplomatie d'un pays à un carnaval où le m'as-tu vu, je reçois tel, je vais ici. Mais dans tous les cas, c'est comme ça, c'est dans la vie des États. On reçoit, on déploie la diplomatie pour des échanges. Les États ont des intérêts. Et vous ne pouvez pas brader les intérêts de votre pays juste pour paraître et dire que vous faites de la diplomatie. Pour l'instant, le Togo n'a rien bradé à la Turquie. Pour l'instant, il n'y a rien de bradé, n'est-ce pas? Je ne peux pas le dire. Et puis de toute façon, ce n'est pas le but de cette émission. Mais nous savons que depuis 16 ans, il y a cet activisme-là qu'on nous présente comme une réussite, mais on ne voit pas concrètement le résultat pour le Togo. Et un journaliste a bien posé la question, quelle est la place du Togo dans la politique étrangère de la Turquie? Vous voyez, il y a beaucoup aujourd'hui, au niveau géopolitique, beaucoup de choses se passent. Il y a des grands ensembles, des grands pays qui sont en train de lutter pour leur survie et leur avenir. Nous avons la France, nous avons l'Union européenne, nous avons les États-Unis, nous avons la Chine qui a changé de politique récemment et qui a quitté un peu le soft power et pour vraiment assumer une diplomatie un peu plus guerrière, entre griffes. Et nous avons les autres pays, la Turquie qui cherche aussi sa place, nous avons la Russie et on a l'impression d'un nouveau remodelage, d'une nouvelle conquête de l'Afrique. Et dans tout ça, on doit bien réfléchir aux intérêts du pays, on doit bien réfléchir aux intérêts du continent en sachant que un tout petit pays comme le Togo, si il continue pas à être seul et juste à lutter pour un fauteuil présidentiel, notre avenir même en tant qu'existence du pays va être compromis. Nous ne pouvons pas être juste une plaque tournante pour les autres nations. Et tout le monde veut venir ici parce qu'on leur laisse tout, on leur brade tout, comme on a bradé le port à Bolloré, et juste pour garder le pouvoir éternellement. J'espère qu'un jour on ne va pas se réveiller au Togo et puis un étranger va nous présenter le titre foncier du Togo et nous demander de sortir. Ça n'arrivera pas, vous savez que ça n'arrivera pas. Alors le décès en couche d'une jeune dame a provoqué une grande émotion cette semaine au sein de l'opinion. Et malgré la karma, le programme Wezo récemment mis en place par le gouvernement au profit des femmes enceintes, les drames de cette nature semblent être pour l'instant encore inévitables. C'est la question inévitable qui me fait un peu mal dans votre formulation. Je ne dis pas que vous avez mal formulé, mais c'est la réalité que vous avez jugée et cette réalité-là me fait personnellement très mal. Et je m'incline vraiment devant la mémoire de la regrettée Ornella Laine. Je présente toute ma compassion et mes condoléances à la famille éplorée. Et c'est des choses qui ne devraient pas se passer. Ce qui s'est passé, c'est hélas extrêmement grave. C'est très très grave. Et cela rend compte réellement de la situation dans laquelle nous vivons au Togo. Une société qui est devenue agressive, une société qui est devenue violente et une société qui prend exemple sur la gouvernance.
C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement de terreur pour la population et les Togolais commencent à prendre exemple, à se terroriser entre eux. Et quand... Est-ce que vous n'y allez pas un peu fort là? Un Non. gouvernement de terreur, c'est quand même... Mais c'est la terreur. La chef du gouvernement même l'a revendiqué. Elle a Non, dit faire peur et terroriser, c'est pas la même chose. Ah, c'est pas la même chose. Quand vous Il y a avez une peur, petite nuance. quand on a peur, qu'est-ce qui arrive? Quand on continue de faire peur aux gens, c'est la terreur. Et là, quand vous voyez dans les conditions que cette femme-là a perdu la vie en couche avec son bébé, est-ce qu'on n'a pas des raisons d'avoir peur? Est-ce qu'on n'a pas des raisons de craindre? Parce qu'on a peur d'aller à l'hôpital. C'est des choses qui ne devraient pas se passer à l'hôpital. C'est extrêmement grave. Quand vous entendez une autre dignitaire du régime, Madame Bito, pour ne pas la citer, qui dit que si elle était chef de l'État, elle ferait pire, que les Togolais n'ont pas assez peur, qu'elle serait extrêmement dure avec les Togolais. Mais moi, je me dis tout simplement que si elle était sage-femme, les Togolais allaient voir pire, que ce n'est pas une ornella laine, mais 10, 20, 50 ornella laine qu'on devrait enterrer chaque jour. Quand une personne à ce niveau commence à dire ça, il faut savoir que la peur, la terreur, la violence est inscrite dans l'ADN de ce régime. Moi, je suis extrêmement peiné. Et je pense que nous devons faire attention à la société que nous voulons faire. Prenez ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en 16 ans de règne, Faure Gnassingbé n'a construit aucun hôpital de référence. Il y a l'hôpital Saint-Pellegrin qui est en train de... On nous a promis que ça devait être là depuis il y a 2 ans, mais depuis c'est toujours en chantier. Mais je parle déjà du temps, 16 ans. Les infrastructures des centres de santé qui existent encore, on dirait que ça date de l'Antiquité parce que c'est très rudimentaire. Souvent, c'est des mouroirs, ce n'est pas des centres de santé. Je ne parle pas du matériel. Les ressources humaines, même, n'en parlons plus. Regardez que par rapport aux normes de l'OMS, il faut 25 personnels de santé pour 10 000 habitants. Mais au Togo, nous en sommes en 5 personnels de santé pour 10 000 habitants. Quand on prend les sages-femmes, nous en sommes à un personnel de santé, en tout cas une sage-femme pour 14 000 habitants. Et quand j'entends le directeur de la santé dire que l'État ne peut pas tout faire, il faut les bonnes volontés, je dis, mais dans quel pays nous vivons? Donc les Togolais sont plus riches que l'État. Donc quand nous cotisons chaque jour par les taxes, par les impôts, c'est pour que vivre tous ces problèmes-là pour nous dire aujourd'hui que l'État ne peut pas tout faire. Non, ce n'est pas responsable. On ne peut pas continuer à avoir une sage-femme pour 14 000 habitants et puis on nous dit l'État ne peut pas tout faire. Vous savez, le même problème s'est posé au Maroc il y a quelques années. Il n'y avait pas d'hôpitaux dignes de ce nom. Qu'est-ce que les Marocains ont fait? Ils ont sorti une loi. Et c'était simple, extrêmement simple. Une loi qui interdit aux personnes dépositaires de l'autorité publique, depuis le roi jusqu'au directeur des administrations, des services publics, en passant par les ministres, personne n'a le droit de se faire soigner à l'extérieur du pays. Et quand ils ont sorti ces lois-là, il a fallu quelques années seulement, on a vu pousser des centres sanitaires dignes de ce nom, des hôpitaux de référence. Et c'était extrêmement simple. Mais dans ce pays, quand vous prenez le chef de l'État, ses ministres, et qui ne se soignent pas dans nos hôpitaux. Non, mais s'ils sont malades, quand ils vont dans les hôpitaux, on ne peut pas savoir. S'ils vont dans les cliniques, on ne peut pas savoir. S'ils se soignaient dans les centres d'ici, ça fait longtemps que nous aurons eu des centres sanitaires dignes de ce nom. Parce que moi, quand je vais à l'hôpital, ce que je vis, s'ils vivaient ça fait longtemps qu'ils auraient tout fait. Au lieu de dilapider l'argent du pays pour acheter Pegasus, ça fait longtemps qu'ils auraient fait des hôpitaux de ce nom-là. Même le chef de l'État ne se soigne pas ici. Les enfants du chef de l'État, ils ne vont pas dans les écoles publiques. Ils ne vont même pas dans les écoles privées d'ici. Ils ne vont pas dans les écoles togolaises. Ils sont à l'école française. 2 millions de francs CFA. British School.
c'est dans les 12 millions de francs CFA. C'est quand même le chef de l'État, c'est une question de moyens, si vous avez les moyens. Ah non, justement, le chef de l'État, son rôle, c'est de faire une bonne école pour les Togolais. Si lui, il met ses enfants ailleurs, ça veut dire qu'il est en train de dire que l'école togolaise n'est pas bonne. Donc, c'est un aveu qui n'a pas bien fait ce qu'il fallait faire. Et donc, vous imaginez l'enfant du chef de l'État français aller dans une école américaine ou turque? Non, ce n'est pas possible. Donc, je pense que ce gouvernement-là nous montre qu'il n'est capable de rien d'autre que de faire peur aux Togolais. Bien, on va, parce que le temps, nous sommes pris par le temps. Je voulais qu'on dise un mot de l'assurance maladie, mais on n'en a vraiment plus le temps. On va passer à l'augmentation du prix du ciment. Alors, un mot rapidement sur cette augmentation-là. Quel mot peut consoler les Togolais? Nous voyons que on a l'impression même que ce gouvernement est essoufflé. Ils ne savent plus quoi faire. Et moi, je leur souhaite, d'être assez honnêtes pour reconnaître qu'ils sont essoufflés, qu'ils ne peuvent pas continuer dans cette direction-là et qu'ils créent des conditions d'une transition politique pour que le pays revienne, pour que le Togo devienne le Togo, parce que le Togo a des personnes partout qui ne demandent que de travailler en bonne intelligence, sans peur. Vous voyez, sans peur. Dans la tendresse, dans l'amour du prochain, mais les Togolais sont travailleurs. Notre devise même le dit, travail, liberté, patrie. Nous sommes le Togolais comme ça, travail d'abord, liberté et puis patrie. Et donc, il est temps que ce régime-là fasse feu de sursaut pour reconnaître qu'ils sont essoufflés, qu'ils n'arrivent à rien faire et que tout va dans tous les sens et que ce pays-là doit être géré efficacement, ce qu'il n'arrive pas à faire aujourd'hui. Alors, place à présent l'actualité de cette semaine hors du Togo. Voici ce que Anani Vijrakou a sélectionné pour nous. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a lancé le 16 octobre dernier son nouveau parti politique, PPACI, Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. C'est le nom du nouveau parti de Gbagbo, dont il est le premier président élu lors du congrès constitutif tenu à Abidjan. Dans sa déclaration de circonstances, Laurent Gbagbo dit poursuivre son combat avec son nouveau parti qui se veut socialiste, souverainiste et surtout panafricaniste. Quand j'ai commencé la politique, est-ce que je leur ai demandé leur avis? Pourquoi vous voulez, maintenant que j'ai 76 ans, m'imposer un calendrier politique dans ma vie? Moi, Babou, je ne comprends pas les gens. Moi, je ferai la politique jusqu'à ma mort. Mais c'est moi et moi seul qui déciderai sous quelle forme je continue mon combat. Le RHDP, parti au pouvoir du président Alassane Ouattara, était représenté lors de ce congrès constitutif de la nouvelle formation politique. Mais à peine cette volonté de réconciliation affichée que la tension monte de nouveau entre les deux camps dans l'affaire de la casse de la BECEAO. Le pouvoir reproche à Laurent Gbagbo son propos selon lequel il ne s'était jamais inquiété de sa condamnation à 20 ans de prison dans cette affaire. Une délégation de la CEDEAO conduite par le président ghanéen Nana Akufo-Addo en visite à Bamako a rappelé au président malien Assimi Goïta ses engagements sur la tenue des élections présidentielles et législatives initialement annoncées pour février 2022, une échéance à laquelle tiennent fermement tous les partenaires. Mais en réponse à la CEDEAO, le colonel Assimi Goïta a défendu l'allongement de la transition en s'appuyant sur l'impératif d'assurer prioritairement la sécurité pour l'ensemble de la population malienne. Transition au Tchad, les autorités ont officiellement lancé 2 premières missions de prise de contact avec les rebelles en exil. Ces missions sont confiées au comité technique du dialogue présidé par l'ancien président du Tchad, Goukouni Ouédeye. La délégation des 2 missions sont parties en Égypte et en France avec pour principal objectif d'échanger avec les responsables politico-militaires et de les inviter à participer au dialogue national prévu en novembre prochain. En Éthiopie, les combats ont repris dans le Tigré malgré le cessez-le-feu unilatéral décrété il y a 2 semaines par le gouvernement éthiopien. Lundi et mardi, les forces de défense tigréennes sont entrées dans 2 villes, à savoir Korem et Alamata. Dans un communiqué, le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés s'est dit inquiet pour les réfugiés érythréens dans le Tigré et a dénoncé les récents crimes commis contre ces derniers. Et puis l'opposant russe Alexei Navalny
Navalny a été désigné mercredi comme lauréat du prix Sakharov des droits de l'homme par le Parlement européen. Le lauréat Navalny, farouche opposant au président russe Vladimir Poutine, est actuellement en détention dans son pays où il purge une peine de 2 ans et demi. Anna Kolen-Lebdev, maîtresse de conférence sciences politiques. Ce prix va être salué et va mettre du baume au cœur aux personnes qui en Russie défendent encore les droits de l'homme, la liberté d'opinion, les libertés politiques. Mais j'aurais tendance à ne pas surestimer l'impact en Russie de ce prix pour ce qui est par exemple du sort d'Alexei Navalny. Aujourd'hui, ce type de gestes s'inscrivent très bien dans un récit du Kremlin sur un Occident qui est hostile à la Russie et qui va soutenir des personnes qui portent un projet, on va dire, destructeur. Navalny est présenté par le Kremlin comme quelqu'un qui détruit et non pas comme quelqu'un qui est digne d'un respect politique comme un adversaire égal. Tout geste symbolique que nous pourrions avoir ne font que conforter ce discours du Kremlin. Comme annoncé, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a créé un nouveau parti politique, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, en abrégé PPACI, abandonnant ainsi le FPI à Pascal Affi N'Guessan. Le PPACI se veut socialiste, souverainiste, mais aussi panafricaniste. Alors, quelle est votre opinion sur l'homme politique qu'est Laurent Gbagbo et sur l'épilogue du tiraillement entre lui et son ancien Premier ministre à propos du FPI? Au-delà de l'idéologie, c'est un personnage qui m'a toujours fasciné, avant même que je n'entre en politique. En tant que journaliste, j'avais eu à suivre la crise ivoirienne aussi au niveau en France entre 2006 et 2003, et 2006. Et donc, c'est vraiment son côté génie politique aussi qui est intéressant. Au niveau du FPI, je pense que c'était malheureux, c'était vraiment une mauvaise stratégie pour M. Affi N'Guessan de rentrer dans un tiraillement avec son mentor sur cet espace, cet instrument politique qui était le FPI. Et moi, de toute façon, déjà quand Gbagbo était en prison et que M. Affi N'Guessan ait amené le différend qu'il avait avec ses anciens camarades au niveau de la justice des vainqueurs, alors que c'était un régime qu'il décriait. Et moi, je me suis dit, mais il n'est pas cohérent parce que on ne peut pas dire que cette justice-là, c'est une justice de vainqueur, on n'y croit pas, mais on peut compter sur cette même justice pour régler ses propres problèmes. Mais je pense que c'est aussi bien qu'au lieu de rester dans un juridisme sans précédent, qui est pragmatisme, que Laurent Gbagbo, ça montre aussi son génie politique. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il a repris sa place, comme s'il n'était pas allé en prison. Vous voyez, c'est montrer qu'après 10 ans de prison, il a encore cette place-là. Ça montre bien qu'il avait une place. Et cette place-là est toujours là. On sait très bien que Ouattara a été installé au pouvoir par les bombes de Nicolas Sarkozy. Ça, tout le monde le sait. Et donc, et après, Ouattara a fait tout pour faire un 3e mandat avec le prétexte absolument incroyable qu'il n'y avait personne. C'est grave dans nos régions, dans nos pays africains où des gens disent « Ah, je fais tout pour transmettre le pouvoir à une nouvelle génération ». Ça veut dire quoi, cette histoire-là de dire « Je vais transmettre ». Est-ce qu'en France, là, quelqu'un a transmis à Macron le pouvoir? Non, c'était la démocratie. Et puis celui qui veut prendre le pouvoir, il joue le jeu et puis il va prendre le pouvoir. On a besoin de personnes pour transmettre le pouvoir. Voilà, la dernière question de cette émission, le RHDP d'Alassane Ouattara, l'adversaire de Laurent Gbagbo, celui qu'il a envoyé à la Haye, où il a passé 10 ans, était représenté au congrès constitutif du PPACI. Alors, qu'est-ce que cela vous dit? Est-ce qu'il est possible de voir un jour le parti des Togolais assister à un congrès du Parti uni? Non, en fait, nous n'avons pas de problème contre le Parti uni. Nous n'avons pas de problème contre le chef de l'État actuel. Nous n'avons aucun problème personnellement contre les ministres aujourd'hui. Nous avons une divergence au niveau de comment le pays est géré. Nous voulons que le pays soit en démocratie. Mais c'est un geste qu'on ne voit pas chez nous au Togo, ce qu'on vient de voir, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On ne voit pas ça chez nous, c'est pour ça que je demande si
si c'est possible que le parti togolais accepte une invitation du Parti uni, ou bien est-ce que le parti togolais peut inviter le Parti uni à assister à un congrès? C'est des choses possibles, je vous dis. C'est-à-dire que ce qui se passe ailleurs, ça marque qu'il y a quand même une certaine confiance quelque part. Vous voyez, par exemple, en Côte d'Ivoire, les deux protagonistes se sont rencontrés. Mais ces genres de rencontres sont préparés. Et les gens se disent qu'au moins sur ce point-là, j'ai confiance. Par exemple, quand Gbagbo a demandé la libération des prisonniers, il y a une partie des prisonniers qui ont été libérés. Mais dans ce pays, vous avez vu une partie de la C14 qui allait rencontrer le chef de l'État. Est-ce que vous avez vu derrière la libération des prisonniers politiques? Non, parce qu'aujourd'hui, le frein pour les hommes politiques de l'opposition, pour rencontrer par exemple le chef de l'État ou les membres d'UNI, c'est que ils ne font pas preuve de confiance, ils ne sont pas dignes de confiance parce que leur objectif c'est de rouler les gens et d'utiliser la violence pour se maintenir au pouvoir. Si on ouvre le jeu démocratique, on prépare une transition comme nous le souhaitons, tous les partis politiques du Togo vont vivre ça. C'est-à-dire que à condition qu'on prépare ça, ça n'aura pas lieu. Mais si on prépare ça par une transition, vous allez voir qu'après cette transition, il y aura une confiance entre les partis politiques et vous allez voir les partis d'opposition aller au congrès des partis du parti au pouvoir et vice-versa. Bien, merci. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous remercie, M. Nimdewa Atakpama. Mais je peux vous permettre que quand nous serons aux affaires, nous allons installer la confiance dans tous les cœurs et que quand Uni sera dans l'opposition, nous allons l'inviter sans problème pour discuter des affaires du pays. Bien, je vous remercie, M. Nimdewa Atakpama. M. Nimdewa Atakpama est le délégué national aux affaires intérieures du Parti des Togolais. Merci d'avoir accepté d'être des nôtres ce samedi. Auditrices et auditeurs de Victoire FM, soyez également remerciés pour votre intérêt à Rétro 7. Avec la bénédiction d'Hervé Essai, Nane Vidirakou et Haïté Messan, je vous donne rendez-vous pour samedi prochain pour un nouveau numéro de Rétro 7, si Dieu le veut. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.